bah déjà merci d'être venus si nombreux pour venir m'écouter parler de ClassPass et Jigsaw. Matin 10h quand même, c'est pas un sujet qui enchante, je pense. Enfin, ça va peut-être vous réveiller du coup. Euh, ouais, le sujet en question, moi, il m'a été inspiré par Mark Reynolds. Mark Reynolds, c'est l'architecte en chef du JDK chez Oracle. Et en 2009, il avait dit que le ClassPass était mort. Du coup, bah, depuis, enfin, bah, j'ai essayé de suivre un peu ça, en me posant les questions, bah, c'est quoi le ClassPass? Bah, j'ai vu que derrière il y avait des class loaders, ok, comment ça marche ces class loaders? Pourquoi on voudrait qu'il soit mort, ce ClassPass? Et puis qu'est-ce qu'on nous propose à la place? Et donc aujourd'hui, et c'était même la raison de la mort qu'évoquait Mark Reynolds, c'est bah, Jigsaw, c'est le remplaçant, et bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça va marcher à la place du ClassPass? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, deux mots sur moi. Je m'appelle Alexis Hasler. Je suis développeur indépendant, essentiellement Java. Je donne de la formation aussi. Je suis basé en région lyonnaise et il y a quelques années, j'avais participé à la création du Java User Group à Lyon. Et je file un coup de main aussi pour la conférence Mixit qui a lieu à Lyon aussi. Euh, Avant de démarrer, est-ce que parmi vous, il y en a qui ne font pas de Java? Non, déjà c'est bon signe. Ah, là il y en a un. T'es sûr que ça va t'intéresser? Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Quelle version de Java vous utilisez? Qui fait du 8? Ouais, presque tout le monde. Il y en a qui font du 7 encore? Ouais, quelques-uns. Du 6? Ouais. Quelques mains. C'est du 5, ouais? Du 5. Ah, il y a deux mains qui se lèvent. Ok. On fait avant encore? Non, c'est bon? Ouais. Bon, quand même pas mal de monde sur 8, c'est pas mal quand même. Il y en a qui ont déjà essayé à faire du 9? Java 9? Ouais, il y a deux trois mains qui se lèvent. Ok. Donc là, on va parler du 8 et du 9. On va voir comment ça se passe, enfin du 8 et avant, et comment ça se transforme en Java 9 avec Jigsaw. Alors déjà, le ClassPass. Bon, pour ceux qui ont déjà fait du Java, ça ne devrait pas être trop compliqué, cette partie-là. Quand on fait du Java, on manipule des objets, des classes. On va les mettre en deux familles. Il y a des classes comme string, par exemple. Celles-là, elles viennent du JDK. Et d'autres classes que je fais moi-même ou que j'importe d'ailleurs et que je mets dans le ClassPass pour que ça fonctionne. Le ClassPass, au démarrage de mon Java, c'est moins ClassPass ou moins CP, et je mets une liste de fichiers jar qui contiennent toutes ces classes que je veux charger. Et si une classe n'est pas présente dans ce ClassPass, bah, j'aurai une no-class default d'error ou une classe non-found d'exception selon la façon dont j'ai voulu charger la classe. Bon, jusque-là, c'est bon, vous suivez? Ouais, ça va, ok. Et ben, derrière, tout ça, ça marche avec des classes loader. Alors, class loader, c'est une classe abstraite du JDK, package java.lang, et qui, en plus de se savoir charger des classes, elle saura aussi récupérer des ressources comme des images, des fichiers de config, des choses comme ça. La dernière méthode que j'ai relevée ici, elle illustre le fait que les classes loader, il peut y en avoir plusieurs, et ils sont reliés les uns aux autres par une relation de parenté. Ils ne sont pas isolés comme ça dans leur environnement. Alors, quand j'ai une classe, je peux lui demander quel est ton class loader. Est-ce que quelqu'un a une idée de la réponse qu'on va avoir ici? Non, il n'y a pas à la savoir. C'est app class loader qui est une classe interne d'une classe d'un package privé du JDK. Bon, j'ai pas à savoir ça. Mais bon, voilà, c'est une classe interne au JDK. Du coup, ça devient plus amusant quand on se demande class loader. Quel est ton propre class loader? Quelqu'un a une idée de la réponse que je vais avoir là? Non? Nul. Bon. Quelques explications. Là, on est complètement dans le paradoxe de l'œuf et de la poule. Un class loader est une classe qui a donc besoin d'un class loader. Qui le premier de la classe ou du class loader est arrivé? Et ça, ce paradoxe, il est résolu par le bootstrap class loader. Bootstrap class loader, c'est lui qui va se charger de charger les classes du JDK. C'est le point de démarrage du chargement. Et le système class loader, lui, c'est lui qui va gérer tout ce qu'il y a dans le ClassPass. Alors c'est une petite simplification, il y en a un entre les deux, mais on va dire qu'ils sont, pour simplifier, qu'ils sont reliés l'un à l'autre, que le parent du système class loader, c'est le bootstrap, et que dans la logique, ils ont une relation de parent first. C'est-à-dire,
En fait, quand je veux charger une classe, c'est le système class loader qui est sollicité, mais lui, il est feignant, et son premier réflexe, ça va être de demander à son parent. Parent, bootstrap class loader, est-ce que toi, tu n'as pas la classe? Et seulement si lui n'a pas la classe, c'est le système class loader qui va gérer ça. Donc, système class loader, c'est class pass-cp, ça on avait vu, mais on peut aussi configurer le contenu du bootstrap class loader. Je vous ai dit, c'est le contenu du JDK, en gros rt.jar, et on peut remplacer le jar principal du JDK par un jar à moi. Alors, c'est un peu original, mais ce qu'on fait un peu plus souvent, c'est le mode append, c'est-à-dire de rajouter un jar ou des jars à celui du JDK. En append, c'est après, c'est-à-dire que le JDK reste prioritaire et ensuite seulement viendront mes classes, ou en mode prepend, dans lequel le jar que je viens d'ajouter, il est prioritaire, il vient avant. Alors on va regarder un peu ça. On va regarder. Donc là, j'ai un environnement, je suis en Java 8. Là, c'est le répertoire où je vais avoir mes sources. Là en bas, je vais mettre mes binaires. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, je vais faire mon build. Alors le build, c'est juste un build Maven, et dans lequel, après coup, je récupère les fichiers jar pour les mettre dans mon répertoire ici. En fait, j'ai un répertoire libre dans lequel j'ai mis un certain nombre de jars que j'utilise pour les démos. Alors, première démo, on va faire un compteur. Alors, mon compteur, il n'est pas bien compliqué. Voilà, il y a des petites préparations avant pour récupérer des paramètres et des choses comme ça, mais voilà, c'est ça. J'itère entre un début et une fin, et je fais un println du compteur. Donc si je veux lancer ça, je vais mettre le nom de ma classe. Et là, forcément, ça ne marche pas parce que j'ai rien mis dans le ClassPass. Donc il va falloir que je rajoute -cp et que j'ajoute mon fichier jar qui contient le compteur. Ah oui, il faut que je lui dise à partir de combien je veux compter. OK. Et là, il arrive à compter. Ça fonctionne sans problème. OK. Ça, c'est le fonctionnement normal. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait modifier le bout de ClassPass. On va essayer ça. Du coup, à la place de -cp, je vais mettre le -x boot ClassPass et je vais le mettre en prepend. Comme ça, je vais mettre à la place du ClassPass, je le mets en prepend et ça fonctionne aussi. Ah, juste un petit défaut ici, c'est qu'il bégaye un peu. Il reste sur 42. Alors, l'explication à ça, c'est que, vous voyez déjà, ma boucle for, je l'ai faite sur un integer. D'habitude, on boucle sur un int. Moi, j'ai utilisé integer parce que c'est une classe, alors qu'int, c'est un type primitif. Et mon integer, ici, je me suis amusé à recréer une classe integer que j'ai mis dans mon jar. Et dans ma classe, je lui ai dit, si tu arrives à 43, tu reviens à 42. Donc ça, c'est ce que j'ai rajouté dans mon jar. Et dans le fonctionnement en ClassPass, ça ne me posait aucun problème. Je ne l'ai pas vu que j'avais cette classe. Pourquoi? Parce que mon système class loader, il est feignant. Donc il a d'abord demandé à son parent. Et le parent, lui, il a trouvé à son niveau, dans le rt.jar, dans le JDK, il a trouvé cette classe integer. Par contre, quand je suis passé en mode prepend du boot ClassPass, il n'y a plus rien dans le ClassPass. Tout est dans le boot ClassPass. Et comme mon jar est en prepend, c'est lui qui est prioritaire par rapport au contenu du JDK. Et donc l'integer que j'ai mis dans mon fichier jar devient prioritaire par rapport à l'integer normal. Bon, tout à l'heure, on a vu le type du système class loader, qui est un peu exotique, enfin qu'on n'a pas à savoir. Ce qu'on peut éventuellement savoir, c'est que cette classe-là, elle hérite d'une classe qui est publique, qui est l'URL class loader. L'URL class loader, package.java.net, c'est un class loader qu'on peut utiliser d'ailleurs nous-mêmes, qui va juste charger des classes à partir d'un certain nombre d'URL, des URL de type file ou d'autres choses. Et on peut créer notre propre environnement avec notre arbre de class loader, avec toujours cette logique parent first.
Donc on peut rajouter nos propres classes loaders dans notre environnement en plus du système. Je peux faire des class loaders qui sont complètement indépendants de l'URL class loader, avec leur propre logique, qui ne sera pas du parent first peut-être, avec une logique de recherche que j'aurais imaginé de mon côté. Et ça, en fait, c'est pas mal utilisé dans les serveurs d'application, dans des outils comme JRebel et d'autres librairies un peu bas niveau. Par exemple, dans Tomcat, ils utilisent ce système de class loader depuis des années pour isoler les applications web. En fait, chaque web app, elle a besoin d'être isolée par rapport à ses voisines pour que si jamais il y a deux web apps que je déploie dans mon Tomcat qui ont la même classe, mais dans des versions différentes, elles ne se mélangent pas. Et donc Tomcat, pour gérer ce truc, ils ont associé un class loader à chaque web app, mais un class loader en logique local first. C'est-à-dire le class loader, il cherche d'abord à son niveau, il cherche d'abord dans le WAR avant de déléguer à son parent. Alors on va regarder, on va jouer un peu avec du class loader aussi, mais on va monter un peu d'un niveau en termes de complexité. Hein. Le compteur, là, c'était un peu facile. On va aller faire du Hello World. Mais alors, mon Hello World, mes origines d'architecte ont un peu ressorti. Je l'ai conçu en 4 modules. Ouais, il faut des couches, il faut rajouter des couches parce que sinon c'est pas crédible. Alors j'ai un launcher qui est juste le point d'entrée, il va récupérer les paramètres qu'on aura passés et derrière il va appeler le service. Alors le service, c'est lui qui va construire le message et ensuite il va déléguer le message au printer. Il va déléguer l'écriture du message au printer. Et ils ont en commun la classe message et puis 2-3 petites autres choses dans le module commun. Dans le common. Donc on va essayer de lancer ce hello. Alors j'ai bien retenu la leçon tout à l'heure, il faut bien mettre le jar qui contient la classe de démarrage dans le class pass. Donc mon message launcher. Et donc ma classe hello. Et du coup, bah oui, j'ai les erreurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, nos classes défauts d'erreur. Pourquoi? Parce que là, j'ai bien mis la classe de démarrage, elle est dans le class pass, mais celle qu'elle appelle derrière, elle n'y est pas. La classe de service, elle est dans un autre jar, elle n'est pas dans le class pass. Du coup, pour me simplifier la vie, il faudrait que je vais mettre tout le répertoire en fait dans le class pass. Et là, ça fonctionne. Là, ça passe bien sans problème. Je vais revenir avec juste le launcher dans le class pass et je vais utiliser un autre point de démarrage, un autre hello. Alors je vais vous le montrer peut-être. Là. Alors, ça, c'est une autre classe de démarrage dans laquelle je crée mon propre class loader. Alors, il y en a deux. Il y en a un parent first, l'autre local first. Le parent first, c'est celui par défaut. Et ce class loader, il ne va pas chercher juste dans un répertoire, il va chercher dans mon repo local Maven, dans mon .m2. Donc, il faut que je lui dise aussi dans quelle version il va chercher les artefacts au niveau de Maven. Et ici, vous voyez, je ne mets vraiment que le launcher dans le class pass. Pourquoi? Parce que les autres jars, il va les chercher, lui, dans Maven. D'ailleurs, ça commence à être un peu plus amusant si, justement, je rajoute un deuxième jar dans le class pass. Je vais rajouter message service là-dedans. Donc, avant, ça fonctionnait, avec juste le launcher. Je rajoute le service. Et ça marche plus. C'est un truc bizarre ça, non? D'habitude, je rajoute des choses dans le class pass pour éviter ce genre d'erreur. Alors je vous donne une petite explication quand même. Donc j'ai mes deux class loaders. Celui que j'ai fait moi, celui de Maven qui est là-bas, et vers moi le système class loader. Le système class loader, il a donc le launcher et le service. À son niveau.
Quand le launcher va vouloir charger la classe de service, dans mon code, je demande explicitement au class holder Maven là-bas. Lui, il est parent first, il est donc feignant. Il demande à son parent, c'est-à-dire au système class holder. Et lui, il va trouver la classe de service à son niveau. Donc, c'est celle-là qui va être utilisée. Quand le service voudra accéder au printer, ben, il va demander à son propre class holder, donne-moi la classe printer. Et lui, il ne peut pas remonter vers son enfant. Et donc, il ne trouve pas la classe printer. Maintenant, si je reviens à ma démo ici, mais si je rajoute le paramètre local pour basculer sur le class holder Maven toujours, mais en local first. Ici, ça marche. Ça marche comme avant. Pourquoi? Parce que si on est en local first et qu'on suit le même cheminement, le launcher demande la classe de service. Il le demande explicitement donc, dans mon code au class holder Maven. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche d'abord en local, il n'est pas feignant. Il le trouve, c'est donc celui-ci qui est utilisé. Et ensuite, lui, quand il va vouloir charger le printer, il va demander à son propre class holder et il le trouve à son niveau. Donc c'est pour ça que ça fonctionne ici. Bon, du coup, pourquoi est-ce qu'on voudrait la mort de ce ClassPass? Ce qu'on vient de voir, c'est juste un petit amusement, hein, c'est pas une raison suffisante. Alors on voudrait la mort du ClassPass parce qu'il paraît que c'est l'enfer. Alors, cet enfer, il vient du fait qu'en développement, on utilise des outils pour gérer les dépendances entre nos artefacts. On va utiliser du Maven, du Gradle ou d'autres choses. Et en gros, quand je fais un projet, j'ai des dépendances vers un certain nombre de fichiers jar qui eux-mêmes ont leurs propres dépendances. Il y a tout un arbre de dépendances comme ça qui est construit, qui va être utilisé pour la compilation, mais au moment du run, tout ça, c'est rebalancé dans un paquet. C'est tout mis à plat. Et si dans mes dépendances, j'avais deux classes dans des versions différentes, elles vont se retrouver dans le paquet, et en gros, c'est la première qui est trouvée qui va être utilisée. On peut voir ça sur mon Hello, là aussi. Je vais revenir à celui qui marche. Là, celui-là, il fonctionne. Si j'ajoute le paramètre debug, il va toujours faire le Hello tel qu'il est ici. Mais en plus, il va utiliser SLF4j pour envoyer des choses dans les logs. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, enfin, le hello fonctionne, mais derrière, la partie écriture dans les logs, il me fait une no such method error sur un truc de SLF4j. Alors, ce que je ne vous avais pas dit dans mon schéma tout à l'heure, c'est que là-dessus, il y a la partie service et la partie printer qui utilisent tous les deux SLF4j, mais dans des versions différentes. En compilation, ça pose aucun problème, puisque ici, moi, j'ai utilisé Maven, donc mon Maven, il gère la dépendance pour compiler avec le bon SLF4j, mais au run, j'en ai qu'un seul qui reste. Et je ne sais pas lequel ce sera. Et du coup, la méthode, bah, il y en a une qui fonctionne bien en service et l'autre qui fonctionne bien en printer, mais ils ne peuvent pas fonctionner les deux ensemble. Alors, le problème avec ce SLF4j, il est peut-être double. En fait, j'ai un problème parce que en compilation, je peux avoir deux versions de SLF4j, mais pas au run. L'autre problème aussi, c'est si je reviens un peu à ma classe ici, vous voyez que la classe qui me pose problème, c'est message formatter qui vient d'un package helper. Le package helper, je ne suis pas sûr qu'il a été conçu par les développeurs de SLF4j pour que je l'utilise moi. C'est un truc qui a été conçu pour qu'eux, en interne, ils aient ce genre de classe pour se faciliter la vie. En gros, ça ne devrait pas vraiment être un truc public, ça. Mais bon, moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça sympa d'avoir cette classe sous la main et je l'ai utilisé. Troisième problème qu'il y a avec ce ClassPass à plat, il est ressorti l'an dernier où il y a eu un exploit de sécurité qui a été publié. Ça a été publié pour du Jenkins, pour des serveurs d'applications comme WebLogic ou JBoss, où en fait, tous ces outils ont en commun trois caractéristiques. Des accès réseau, de la désérialisation derrière, et la librairie
Apache Commons Collection dans leur ClassPass. Et la combinaison des trois permettait à quelqu'un de faire exécuter des commandes choisies dans le serveur d'application. Et ça, c'est dû au fait de ce ClassPass à plat. Donc, trois problèmes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à la place qui peuvent résoudre ces problèmes? Alors, les successeurs, on va leur demander en gros trois choses. Enfin, deux et demi. On va leur demander de gérer les dépendances, non plus seulement à la compilation, mais de les gérer aussi au runtime. Ensuite, on va leur demander aussi de résoudre le problème de mon message formateur. C'est-à-dire de ne pas publier des choses que je ne veux pas publier, de ne pas exposer des choses que je veux garder en interne dans mon module. Et puis, du coup, de gérer en fait les relations de lecture entre mes différents modules. Alors des trucs qui font ça, il y en a depuis longtemps. En 99, OSGI. Est-ce que quelqu'un fait de l'OSGI? Ouais, il y a 2-3 mains. Ah, un peu plus, presque une dizaine. Qui aime bien faire de l'OSGI? Ah, il n'y a plus qu'une seule main qui se lève. Ouais. OSGI, en fait, c'est un système de bundle dans lequel on garde la même unité qui est le fichier jar, dans lequel on rajoute des métadonnées au niveau du fichier manifeste. On va rajouter le nom du module, enfin du bundle, sa version, les besoins, ce qu'il veut exposer à l'extérieur, et les besoins de récupérer des choses à l'extérieur. Et ça, c'est une surcouche en fait au runtime Java, c'est une surcouche au JRE. Moi, ce que j'aime pas dans SGI, c'est que en plus de cette surcouche de modularité, il y a d'autres services qui arrivent, comme un cycle de vie avec du rechargement à chaud, des services de remoting, des choses comme ça. Donc il y a une complexité assez importante qui va beaucoup plus loin que juste notre système de modules qu'on attendait ici. Alors du côté de JBoss, ils avaient proposé aussi un système au début des années 2010, compatible au SGI, mais avec juste la couche de modularité. Ils l'utilisent dans leur serveur d'application Wildfly, et on peut l'utiliser aussi en Java standard. Le système, c'est des modules aussi avec des métadonnées qui, eux, sont externes. Une différence aussi avec OSGI, c'est qu'on peut avoir plusieurs fichiers jar pour un module, et on va aussi déclarer nos dépendances vers d'autres modules. Enfin, rien de très différent, mais des petits décalages quand même. Et le problème de JBoss Module, c'est que là aussi, ça crée une complexité, parce que déjà, on n'a pas une correspondance en 1 pour 1 entre un fichier jar et un module. Et du coup, on a une intégration un peu difficile avec les outils de build, avec toutes ces choses. Et en plus, c'est un peu une initiative dans un coin, c'est propre à JBoss. Ceci dit, oui, un petit truc quand même là-dessus. Tout à l'heure, pour l'exploit de sécurité, JBoss avait été cité, mais c'était les vieux JBoss. Ceux qui existaient avant JBoss Module. Wildfly n'est pas cité dans l'exploit, parce qu'ils n'ont pas réussi à exploiter cette faille, même si Wildfly intègre bien Commons Collections, parce qu'il y a ce système de modularité qui a été utilisé. Bon, nous, ce qui va nous intéresser un peu plus, probablement, c'est ce qui est prévu pour être intégré dans le JDK. Jigsaw fait partie du projet OpenJDK. Il nous avait promis de l'intégrer au JDK 7 en 2008. Alors, JDK 7 n'est pas sorti en 2008 et c'était pas intégré dedans non plus. Ils l'ont reporté au JDK 8, prévu en 2012 au départ. Pareil, la date, c'était pas la bonne et de toute façon, on l'a pas eu dedans. Ils nous l'ont promis pour JDK 9, au départ pour 2016, et puis pour l'instant, reporté 2017. On en est aujourd'hui au mois de juillet dans le programme. On verra si c'est respecté. Mais il semblerait que ce sera dedans sûr. Alors, il y a deux aspects en fait à Jigsaw. Il y a la modularité du JDK. Par exemple, quand vous faites du Tomcat ou n'importe quel serveur, vous n'avez pas envie de vous trimballer les classes qui permettent de faire des applications graphiques genre Swing, AWT et tout ça. Quand vous faites un Hello World, il faut savoir qu'on utilise un JDK qui n'est pas capable de faire du Corba.
on n'a pas besoin de Corba pour Hello World. On n'en a pas besoin pour les autres choses non plus. Mais bon. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est modularité du JDK, pour pouvoir faire en fait un JDK dans lequel je ne garde que ce dont j'ai besoin. Deuxième aspect, modularité des applications. Quand moi je vais développer, je vais rajouter des métadonnées sous forme de fichier modulinfo.java, dans lequel je vais dire ce que j'expose, c'est le export, et dans lequel je vais indiquer mes dépendances vers d'autres modules, c'est le requires. La compilation, c'est toujours le même javac, avec des options nouvelles, le module pass, qui remplace le class pass du coup. Je vais lui dire, va chercher les modules dans tel répertoire. Et à l'exécution, pareil, le module pass qui remplace le class pass. Je vais lui dire dans quel répertoire j'ai stocké mes modules. Les modules, c'est toujours des fichiers jar. Alors on va voir notre Hello, mais format JDK9. Alors je vais passer en environnement JDK9 ici. Et je vais refaire le build. Je vais refaire le build. Alors c'est toujours un build Maven comme l'autre, mais dans un profil qui est Jigsaw, qui lui va aller chercher les fichiers modulinfo.java que je n'avais pas tout à l'heure. J'aurais pas pu les compiler en Java 8, il n'aurait pas compris. Et là, à la fin de mon build Maven, je balance tout ça dans un répertoire Jigsaw modules. Donc c'est les mêmes fichiers, ils se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est qu'ils sont compilés en Java 9 et ils contiennent ce module info. Donc pour lancer mon Hello, plus de classe pass, mais un module pass, dans lequel je donne le répertoire. Et puis, je ne dois pas juste donner la classe de démarrage, mais je vais lui indiquer le module dans lequel il doit démarrer, suivi de la classe de démarrage. OK. Ça fonctionne. Donc plus de classe pass, un module pass à la place. Par contre, si j'essaye le mode debug, ça ne marche pas mieux qu'avant. J'ai toujours le même problème qu'avant. Alors on va gratter un peu plus ce qu'il y a dans ce Jigsaw, voir si on peut résoudre notre problème de debug, et voir ce qu'on a en plus que juste ce qu'on vient de voir. Alors déjà, je vous ai dit, le module pass, il remplace le class pass. C'est pas vrai. Le class pass, il existe toujours. Je peux toujours lancer ça, qui était la forme Java 8, et ça fonctionnera toujours en JDK 9. Enfin, ça fonctionnera peut-être. Ce qui a changé au niveau du JDK, je vous parlais du rt.jar tout à l'heure, il n'existe plus. Et tools.jar pour la partie proprement JDK, pareil, ça n'existe plus. À la place, le JDK a été décomposé en modules. Avec un module principal qui est java.base. Lui, on l'a automatiquement, quel que soit le module qu'on développe et qu'on déploie. Et puis d'autres modules avec des visions spécialisées qui, eux, ne sont pas automatiquement présents quand on compile ou quand on exécute. Donc ça, par exemple, ça va changer même en mode ClassPass. Alors, on va pouvoir regarder ça. Donc, je vais refaire le mode ClassPass. Donc mon Hello, il fonctionne toujours, pas de problème. J'ai fait une autre classe qui... Le Hello, en fait, il fait println, il utilise string, enfin, il va pas bien loin. J'ai fait une classe, alors elle fait pas grand-chose, mais elle utilise des API un peu moins centrales, on va dire, que string ou integer. Elle utilise par exemple JAXB. Et vous voyez là, par exemple, JAXB, il n'arrive pas à y accéder. Il n'arrive pas à y accéder parce que je suis en mode ClassPass et que JAXB n'est pas dans le module principal qui est java.base. Il est dans son propre module à part.
Donc quand je vous disais ça marchera peut-être, c'est à cause de ce genre de choses. Alors il y a une option qui a été mise. Je peux ajouter un module ou des modules. Et là maintenant, il arrive à accéder à JAXB parce que j'ai rajouté explicitement le module JAXB à mon Java. Mais j'ai dû l'ajouter, il n'est pas présent par défaut. Bon, ensuite dans mon code, quand je fonctionne en mode module pass, je déclare mes dépendances, c'est le mot-clé requires. Et donc je déclare mes dépendances vers d'autres modules et avec éventuellement le mot-clé transitif pour que ici, mon printer, tous ceux qui auront une dépendance vers printer, auront une dépendance automatique vers common. Il va se poser un problème pour SLF4J par exemple. SLF4J, je l'ai récupéré tout simplement du Maven central. C'est un fichier jar qui a été fait pour Java 8, Java 7, Java 6, j'en sais rien, que je télécharge par Maven. Il n'est pas du tout prévu pour être un module. Et pourtant, je peux mettre un requires dessus. Je peux déclarer une dépendance vers SLF4J parce que SLF4J, du moment que je l'ai mis dans mon module pass, il devient un module automatique. Et le nom de ce module, il est calqué sur le nom du fichier jar. Les tirets sont remplacés par des points, ils enlèvent la version, des petites choses comme ça. Ça va me permettre d'utiliser des choses qui ne sont pas prévues pour le module pass, en module pass quand même. Je vous ai dit, le class pass donc, existe toujours. Et en fait, le class pass, tout ce qui est dans le class pass devient aussi un module. C'est le unnamed module. Et le unnamed module est en dépendance implicite pour tous les autres. Donc tout ce que je peux en fait combiner du class pass et du module pass, et dans ce cas-là, le contenu du class pass sera utilisable par les autres modules. JBoss Module et OSGI permettent de gérer des versions. Chaque module peut être versionné, et on peut faire cohabiter plusieurs versions d'un même module. Pas dans Jigsaw. Dans Jigsaw, ils avaient commencé à vouloir mettre de la version sur les modules, ça a été abandonné, ça n'existe pas. Donc mon problème de SLF4J de debug, Jigsaw ne le résout pas, du moins de cette façon-là. Alors mes requires, je vais vous les montrer un peu dans mon code. Par exemple, dans service, j'ai un module info ici, dans lequel j'exporte le package principal de mon service, mais ça on y reviendra. Et il y a un require sur le printer et sur SLF4J. Le printer, lui, il a cette dépendance transitive vers common. Du coup, service a une dépendance sur common aussi. Et il a sa dépendance sur SLF4J de la même façon. D'ailleurs, mon common ici, si je vais regarder dedans, j'ai pas de module info ici non plus. Mon module common est aussi un module automatique, comme SLF4J. Je vous avais parlé de JAXB, ça c'était dans mon module d'exemple ici. J'ai deux requires. Ça c'est le require sur JAXB. Donc celui-ci, il fait que ça fonctionne quand je suis en mode module, en module pass. En class pass, c'est pas pris en compte, donc c'était le problème que j'avais eu tout à l'heure. Et puis tiens, là, il y en a un qui est marrant. JDK.unsupported. Il fait pas très envie, a priori, celui-là. Je vais le mettre en commentaire et je vais recompiler. Mon module. J'ai un script juste pour recompiler. Et il me dit qu'il ne trouve pas sun.misc.unsafe. Vous la connaissez cette classe? Qui c'est qui l'utilise dans son code? Non, personne? Pardon? Tout le monde. Pas dans son code à soi, mais dans des librairies en fait, qui accèdent un peu à des trucs bas niveau. Et c'est vrai qu'on l'a un peu tous.
C'est quand même déconseillé de l'utiliser dans son propre code. Mais il y a eu un débat là-dessus. Ils ont envie de la virer, cette classe, parce que sun.misc, on n'est pas censé utiliser ces choses. C'est des trucs internes de JDK. Et par contre, s'ils la virent complètement, il n'y a plus rien qui marche. Du coup, ils l'ont conservé. Ils l'ont mis dans ce package jdk.unsupported. Donc ici, comme je n'ai pas de dépendance vers ce package-là, vers ce module, pardon, il ne trouve pas la classe. Et si je l'ajoute, si je le remets, je relance ma compilation. Alors, il râle toujours sur unsafe, mais ici, c'est juste des warnings. Là, il a bien compilé. Il me dit juste, c'est peut-être déconseillé de l'utiliser, on va le virer un jour quand même. Donc ça, c'est la première partie, c'est le requires. Deuxième partie importante là-dedans, c'est l'export. L'export qui change de façon assez importante la façon dont on voit les niveaux de visibilité en Java. On a 4 niveaux de visibilité, de private à public. Et en Java 8, public, ça veut dire accessible à tout le monde. Du moment que j'ai une classe publique dans le ClassPass, tout le monde peut y accéder. En JDK 9, avec les modules, public pour une classe, ça veut dire accessible dans le module uniquement. Et pour que ma classe puisse être accédée par les autres modules, il faut que dans mon module info, je rajoute un export sur son package. Donc une classe est visible depuis un autre module à 2 conditions maintenant. Il faut que la classe soit publique et qu'en plus elle soit dans un package exporté. Il y a un niveau intermédiaire aussi qui est surtout utilisé à l'intérieur du JDK, qui est un export pour quelques autres modules. Ça permet par exemple d'avoir des modules qui sont accessibles aux autres modules du JDK, mais que je ne vais pas pouvoir utiliser de mon côté. Ah, ce qui risque de casser aussi, c'est le petit hack qu'on utilise assez régulièrement. Utiliser l'API de réflexion pour accéder à des champs ou des méthodes private. On utilise la réflexion et on force l'accessibilité, même si le concepteur de la classe ne voulait pas qu'on y accède. Et donc ça permettait de passer outre le niveau private. Maintenant, si on fait ça, on aura cette exception. Inaccessible object exception. Et on aura cette exception sauf si la classe, sauf si l'élément sur lequel j'essaye de forcer l'accessibilité est dans un package en export private. Ce qui n'arrivera jamais en fait. Donc voilà, là il y a des petites choses qui risquent de plus fonctionner quand on va passer en Jigsaw. Moi sur l'export, j'aurais bien aimé que mon SLF4J n'exporte que son package principal. En fait, SLF4J, c'est un module automatique, il n'y a pas de module info dedans. Et dans un module automatique, tout est exporté. Donc moi, j'ai juste préparé un petit patch pour... avec un module info.java que j'ai fait moi-même pour SLF4J, qui n'exporte que le package principal, et qui n'exporte pas le package des helpers. Et donc j'ai patché le slf4j.jar pour qu'il ait cette info. Alors normalement, ça serait bien que je l'ai en développement. Là, je l'ai juste utilisé au run. Mais vous voyez que maintenant, si je lance mon hello, ça marche encore moins bien qu'avant, mais pour une raison qui est peut-être un peu plus lisible. C'est-à-dire que maintenant, il me dit que la classe message formatter, je ne dois pas y accéder. Je ne dois pas y accéder parce que le module n'exporte pas son package. Évidemment, ça aurait été mieux encore si j'avais eu ça à la compilation. Comme ça, je n'aurais pas du tout utilisé cette classe-là. Et je n'aurais pas été emmerdé par mes problèmes de compatibilité.
Les class loaders, ça fonctionne toujours, hein. D'ailleurs, les modules, le système de modules fonctionne à base de class loader. L'URL class loader, ça existe toujours. On peut toujours faire ses propres class loaders. La différence, c'est que, par contre, le class loader, le système class loader qui était un URL class loader avant, celui-là a été remplacé par autre chose qui n'est plus un URL class loader. Donc une classe normale n'est plus chargée par un URL class loader comme avant. Donc si vous avez fait du cast ou des choses comme ça dans votre code, ça non plus, ça ne marchera plus. Le boot class pass, il n'existe plus qu'en mode append. On ne peut plus faire de prepend ou de remplacement complet. Remplacement complet, évidemment, ça semble logique puisque le rt.jar n'existe plus. Le mode prepend, ils l'ont viré aussi. Ce qui fait que mon integer, je ne vais pas pouvoir le faire fonctionner, le faire bégayer comme je le faisais, sauf si j'utilise cette technique qui permet de patcher un module. En fait, ici, dans mon truc, j'ai ma classe integer. Alors, pas exactement la même parce que il y a des packages internes qui ont changé. Donc, j'ai refait une nouvelle classe integer pour Java 9, mais toujours avec l'histoire du 43-42. Je la compile avec l'option -x module. Et ensuite, au run, avec l'option patch module, je peux dire que Javabase, il va toujours utiliser le Javabase du JDK, mais en le patchant avec le fichier jar que j'aurais créé. Alors, on va essayer ça. Donc là, je vais compiler mon integer façon Java 9. Je crée un integer.jar qui contient juste ce truc-là. Et pour l'utiliser, donc je lui passe l'option patch module. Et pour le reste, module pass, ça va fonctionner comme avant. Et toujours le -m. Ici, c'était dans le... Et il bégaye donc comme tout à l'heure, grâce au module, au patch module. Bon, donc là on a posé les bases. Il y a plein d'autres choses encore derrière. Le système des service providers qui existe déjà en Java 8, Java 7, mais qui a été un peu poussé pour mieux exploiter la logique de modularité. Le système des layers qui devrait pouvoir résoudre mon problème de versionning entre mes deux SLF4J, parce que ce problème, il faudra qu'il soit résolu pour les serveurs d'application, pour Java EE et pour des choses comme ça. Mais ça, le travail, il est encore en cours, c'est pas encore sec. L'utilitaire JLink, qui me permettra de faire un runtime maison, enfin, calibré juste pour mon besoin, où j'aurai pas Corba, où j'aurai pas Swing et tout ça, si j'en ai pas besoin. JDEPS, l'utilitaire, il existe déjà en Java 8, mais il a été enrichi pour Java 9, qui me permettra de détecter dans mon code quelles sont les dépendances dont j'aurai besoin. Et puis d'autres choses, parce que Jigsaw, c'est assez riche quand même, et ça change pas mal de choses. Puis la question, c'est quand est-ce qu'il faut se lancer? Alors, pour l'instant, le planning, il prévoit une sortie de Java 9 le 27 juillet 2017. Très honnêtement, comme je vois encore comment ça a bougé les dernières semaines, j'ai du mal à m'imaginer que ce sera prêt à ce moment-là. Mais on verra peut-être, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est la date officielle. Ça, c'est pour le JDK lui-même, mais après, il y a tout l'écosystème qui tourne autour. Là, j'utilise Maven. Alors, c'est la première fois que je peux utiliser un Maven sans plugin en version snapshot.
Maven essaye de s'adapter au fur et à mesure. Ça reste le service minimum, mais on arrive à compiler du Java 9 avec Maven aujourd'hui. Gradle, j'ai pas essayé. Les IDE, c'est une catastrophe. Eux, ils ont encore un cran de retard. Et puis après, il faudra que tous les frameworks, les librairies s'adaptent aussi. Les runtime aussi. Tomcat, Java E, comment est-ce qu'ils vont s'adapter et quand Hadoop, comment est-ce qu'il va s'adapter à ces choses-là? J'en sais rien. Et tout ça, pour l'instant, c'est une zone d'ombre complète. Euh, donc là, on voit qu'ils ont fait des efforts pour essayer de nous faciliter une transition, mais qu'il y aura du cri et des larmes. Pour l'instant, ouais, zone d'ombre encore sur comment ça va marcher. Si vous voulez commencer à essayer, vous pouvez aller télécharger des nightly builds du JDK. Moi, j'ai utilisé celui avec l'URL d'en dessous, parce qu'on a vraiment les dernières versions de Jigsaw. Et puis, si vous voulez en savoir plus, à Java One, il y a eu toute une série de talks, il y a eu 5 heures de talk. Vous comprendrez qu'ils en disent plus que moi, juste là, pendant ces quelques dizaines de minutes. Donc, c'est intéressant pour voir comment ça évolue. Un guide de démarrage, une doc qui est assez intéressante, qui est l'état du système de modules, où il y a pas mal de choses. Et ça, c'est à peu près à jour, parce que tout le reste, méfiez-vous, si vous trouvez un article de blog ou un truc comme ça qui a plus d'un mois ou plus de 2 mois, il y a des fortes chances qu'il y ait des erreurs dedans. Parce que ça a beaucoup évolué depuis. Et donc, vous l'avez vu, le nouveau truc, c'est le module pass maintenant. Mais le class pass, il n'est pas mort, il est encore là. Il y a juste quelques écueils de plus, il y a juste quelques barrières de plus parce qu'ils n'ont pas envie qu'on fasse n'importe quoi comme on avait l'habitude de faire. Un petit clin d'œil pour mon Hello World qui vient du morceau Salut à toi des Berus. Et il reste quelques minutes, je crois, pour des questions. Ouais. Alors, si c'est un truc qui est juste utilisé dans un module, il n'y a pas besoin que la dépendance ne soit reportée sur ceux qui l'utilisent. Par exemple, si je reviens à mon schéma ici, tiens, je vais prendre celui-là. Mon message printer, par exemple, il a une dépendance vers SLF4J. Parce que j'utilise SLF4J dans printer. Est-ce que j'ai une raison d'avoir une dépendance sur SLF4J là-dedans? En runtime, c'est printer qui se débrouillera pour aller chercher son SLF4J dont il a besoin. Tu raisonnes trop encore en classe pass, c'est-à-dire tout à plat. Lui, il n'a pas besoin d'accéder à SLF4J. Enfin, peut-être pas. Faudra qu'il soit là. Faudra que SLF4J soit dans le module pass. Mais lui, on ne déclare pas la dépendance, on est sûr qu'il ne l'utilisera pas. Et en fait, le transitive, on l'utilise surtout quand on a des classes d'un module externe qui sont dans l'API, qui sont dans les signatures des méthodes publiques. Par exemple, le printer, sa méthode print, elle contient la classe message. La classe message qui appartient à common. Donc dans ce cadre-là, service, il a forcément besoin d'avoir accès à ces classes message pour pouvoir utiliser le printer. Donc là, c'est cohérent de mettre du transitive. C'est à peu près le seul cas où on mettra vraiment du transitive. Mais le raisonnement est le même sur ton système de build, Maven, Gradle ou autre. Par défaut, ça ne doit pas être transitive. Ouais. Ouais. Il y a des choses, alors le système de layer pour gérer les versions, non, pour l'instant, enfin, il y a des choses sur les layers dans les nightly du JDK. J'ai essayé d'utiliser, j'ai pas réussi à bien faire marcher.
Il n'y a pas vraiment de doc dessus. Et la doc qu'il y a dessus, elle dit encore que ça va changer. Donc ouais, pour l'instant, les layers, j'en sais rien. J'ai pas. Oui. Ouais, alors donc la question c'est est-ce que c'est pas une rupture trop importante? Est-ce que JDK 9 sera pas une rupture trop importante avec JDK 8 et qui va bloquer son adoption? Certainement si. Ouais, alors ça, j'en sais rien. Franchement, enfin, je suis pas là à me positionner là-dessus. Je pense que l'idée déjà de faire un JDK modulaire, elle est plutôt bonne. La mauvaise idée, c'est peut-être de le faire en 2016-2017. Il y a 10 ans, ça aurait été certainement mieux. Mais le truc, c'est qu'effectivement, ils ont mis un temps fou à détricoter le JDK. C'était un sac de nœuds. Il y avait des dépendances pas du tout logiques là-dedans. Donc ils ont mis des années à détricoter ça, à le remettre dans le bon ordre pour le rendre modulaire. Après, la question qu'on aurait pu se poser, c'est peut-être est-ce qu'il n'aurait pas fallu sortir juste le JDK modulaire propre pour qu'on puisse faire ces runtime rétrécis, sans avoir la modularité des applications, peut-être, sans que ça ait trop d'impact sur nos applications. Mais ouais, j'en sais rien. Mais oui, c'est sûr que ça va. C'est la première fois, je pense, qu'il y a un impact aussi grand sur ce qui fonctionne déjà. Donc, pardon, un fork du 8? Ah, je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien vraiment. Et puis là, il y a un côté que j'ai pas abordé aussi. Mais donc aujourd'hui, on a du Java pour faire de l'Android. Est-ce que Android va adopter ce truc ou va diverger? J'en sais rien. Est-ce que les gens vont utiliser vraiment le module pass? Je pense que là, il y a une autre question. Est-ce qu'on ne va pas rester pendant des années encore en mode classe pass et en rajoutant les options qui vont bien juste pour colmater les brèches? Ça, c'est une possibilité aussi. Je pense que cette option, elle restera pendant quelques années. Et puis effectivement, tu parles de 5 ans. Si dans 5 ans, il y a une adoption large du JDK 9, je pense que ce sera gagné. Ouais, une autre question, ouais. Alors la dépendance cyclique, ouais, de toute façon, elle est interdite en Jigsaw. Ça ne compile pas si tu as une dépendance cyclique. Et est-ce que le transitif risque pas d'augmenter le risque? J'en sais rien, je pense pas. Enfin, je vois pas. Le risque, il est plutôt dans ta propre conception, dans ton archi. Et elle se retraduit ensuite en dépendance de module. Donc je pense pas que les dépendances transitives, elles vont se faire sur des modules qui sont plutôt faiblards en fait. Comme mon common ici. Mon common, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, et lui n'a pas de dépendance vers d'autres. Ou très peu. Ouais, on récupère une librairie externe qui elle-même a des dépendances qui sont déclarées transitives. Mais ces dépendances, elles seront déclarées transitives uniquement, enfin si les gens font bien leur boulot, uniquement pour les classes qui sont dans leur API. Et dans ce cas-là, bah, c'est l'utilisation même du module qui implique cette dépendance. Si elle n'est pas transitive, il faudrait que je la déclare moi-même. Ouais. Ouais, alors les classes de Corba, qu'elles soient pas là ou qu'elles soient là, effectivement, en termes de mémoire, il n'y a pas trop d'impact parce qu'on ne les charge pas de toute façon, elles sont chargées dynamiquement. Il semble que sur les temps de démarrage, ça a quand même un impact non négligeable parce que même si les classes ne sont pas là, lui, il doit référencer le fait qu'il puisse aller les charger. Dans le mode classe pass, il doit savoir que chaque jar
peut contenir. Donc là, il y a quand même des choses qui vont sauter. Je ne sais pas si tu as vu, mais au démarrage, moi, je lui précise le module dans lequel il doit aller chercher la classe de démarrage. Ensuite, il y a des choses qui simplifient en fait le runtime lui-même, c'est-à-dire que un package ne peut être présent que dans un module. Donc une fois qu'il a une relation module-package, ça lui simplifie la vie aussi. Donc ça, c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, ne sont pas négligeables. Ensuite, un des intérêts de ne pas avoir le JDK dans notre runtime, de ne pas avoir Corba dans notre runtime, c'est pour la distribution aussi. Tu n'as pas besoin de te trimballer tes dizaines de megs de runtime. Tu peux faire un truc plus condensé, plus petit. D'autres questions? Oui. Je pense qu'il y a toujours une complémentarité. Parce que là, en fait, le système de modules, il est beaucoup moins riche qu'un Maven. Il n'y a pas de repository, il n'y a pas de choses comme ça. Par contre, ça demande à Maven de s'adapter un peu plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, en gros, il y a le plugin de compilation qui a été adapté pour être compatible, mais pour l'instant, il ne nous apporte rien sur la construction du module pass, du module info. Pour l'instant, on fait un peu double boulot, effectivement, entre le module info et le POM Maven. Mais je pense que Maven doit juste s'adapter pour nous aider à produire ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme impact? Non, je pense que ouais, Maven doit juste monter d'un cran sur ce truc-là. Alors ce qui va être compliqué, c'est qu'effectivement, du coup, on aura des choses Maven spécifiques JDK 9 et d'autres qui devront être compatibles encore avec les vieux JDK. Donc pour la gestion du projet Maven, ouais, c'est un peu un casse-tête. Mais pas que Maven, finalement, les IDE ont le même problème aussi. Ils essayent de suivre, ils essayent de s'adapter, mais ils ont 2-3 mois de retard. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Pour l'instant, ils n'ont pas fait le boulot d'un utilitaire pour gérer les dépendances dans le module info. J'ai vu passer des discussions là-dessus, je pense que ça arrivera. Mais déjà, pour l'instant, juste qu'ils nous fassent un Maven qui permet de compiler, pour moi, ça me suffit pour l'instant. Après, effectivement, ils rajouteront de la valeur derrière. Ouais. Des problèmes avec des librairies faites en 1.7, 1.8 pour les utiliser en 9. Mon SLF4J, il n'a pas posé de problème ici, parce qu'il n'a pas de dépendance externe. Donc pour l'instant, ça passe bien. Si on veut utiliser une librairie qui dépend d'autres librairies, qui a été faite en 8, on n'aura pas le module info qui déclarera ces dépendances. Du coup, ces librairies-là, il faudra les utiliser en mode ClassPass. Il faudra les mettre dans le ClassPass, et du coup, mes modules à moi auront une dépendance implicite vers ça. Donc ce sera un mode encore un peu hybride, bancal, mais qui pourra nous servir temporairement. Après, effectivement, va se poser le problème de la diffusion de versions Java 9, quand on voit qu'il y a des librairies qui restent encore compatibles JDK 5, JDK 6. Ouais, 5 ans, ça fait court. Hein. Bon, on me fait signe que c'est la fin. Moi, je reste dispo s'il y a des questions supplémentaires. Pas de problème. Je vous remercie.